Raconte-moi autrement les OGM, la 15e émission dans cette série réalisée par Radio Zinzine en partenariat avec l'équipe d'InfoGM. Aujourd'hui avec Olivier Leduc, OGM et manipulation sémantique. Bonjour Olivier Leduc. Bonjour. Pour cette nouvelle émission dans notre série Raconte-moi autrement les OGM. Donc OGM et manipulation sémantique. Peut-être pour commencer, tu pourrais juste, c'est pas la première fois du tout que tu interviens, tu participes à cette série d'émissions, mais quand même pour les auditrices, auditeurs qui écoutent pour la première fois par exemple, peux-tu te présenter rapidement? Je sais que tu es très engagé avec InfoGM, mais aussi dans une association qui s'appelle OGM Danger. Oui. Alors moi je suis conseiller scientifique pour plusieurs associations, dont InfoGM, dont OGM Danger. Mais en fait j'essaie de rester écartelé en fait entre deux extrêmes. D'une part un discours scientifique, d'autre part un discours finalement de voilà, moi je suis là dans une cité et si je ne peux pas comprendre un discours, ben c'est pas suffisant pour que je fasse confiance à un expert, à un spécialiste, à un technicien. Et je pense qu'il y a une question plus généralement qui est politique derrière le fait que trop souvent on a tendance à se dire ah moi je connais pas donc je vais donner le pouvoir de décider aux spécialistes, aux experts, aux techniciens. Et on a peut-être l'impression que c'est bizarre, mais en fait on a tous un sentiment de malaise quand on va chez un médecin et qui vous dit mais moi je sais, c'est comme ça, vous devez faire ça. Et en fait notre vie c'est notre vie, c'est vrai chez un médecin, c'est vrai aussi quand on est dans la cité quoi. D'accord. Alors dans cette émission, c'est un peu toi, je pense, et l'équipe d'InfoGM qui ont proposé qu'on aborde cette thématique. En fait, depuis des décennies, dans beaucoup de secteurs, on pourrait évoquer une sorte de manipulation sémantique dans le domaine politique, mais aussi beaucoup dans le domaine commercial, par exemple, pour mieux vendre des cigarettes, pour mieux vendre je ne sais pas quel produit. Et toi, tu veux aborder cette question par le biais des OGM, mais il y a quelques exemples assez frappants, mais on voudrait, je pense, aussi revenir un peu à l'origine, à un personnage très particulier que moi je découvre un peu et que toi tu vas pas mal présenter. Donc Bernays, il s'appelle Edward Bernays, et qui est parmi les premiers à imaginer, à former, à cette manière de pas mal manipuler les citoyens, on pourrait dire. Oui, donc là ce sera un exposé un petit peu théorique, hein, mais après on prendra des exemples concrets pour voir, ou si tu permets même, tant pis, je vais te faire un peu violence, le seul mot OGM, le fait que ce soit un acronyme, c'est-à-dire qu'on retienne OGM, fait que c'est banalisé puisqu'on dit il y a un mot et donc c'est ça. Et sauf qu'en fait, il y a eu un débat qui s'est passé il y a 25 ans, c'est est-ce que ce sont des organismes génétiquement manipulés ou des organismes génétiquement modifiés? Nous, chez les anti-OGM, on soutenait que, en fait, ils étaient manipulés parce qu'ils résultaient d'une manipulation. Ça permettait de plus insister sur le fait que c'était une fabrication, c'est-à-dire quelque chose de foncièrement artificiel. Et en fait, les scientifiques ont été fortement incités à parler d'organismes génétiquement modifiés. Et c'est vrai que quand on dit génétiquement modifié, on ne dit pas qui modifie, on ne dit pas par quelle technique. Alors qu'avec la manipulation, on insistait sur le côté artificiel et technicien, en fait, qui faisait que l'on peut fabriquer des plantes ou des animaux. Et c'est là où les mots peuvent être utilisés pour banaliser quelque chose. Donc ça, c'était juste un exemple. Donc je reviens à ta question. Alors, Edward Bernays, si tu permets, je vais le mettre dans une perspective. C'est-à-dire qu'il a commencé par s'apercevoir que quand il vantait le travail d'un médecin, dans un petit journal dans lequel il travaillait au début, ça faisait venir beaucoup plus de clients. Donc il s'est dit que par ce qui, à l'époque, ça s'appelait même pas vraiment la publicité, il était possible de diriger des gens. On parle de quelle époque là? Début 20e.
Ok. Fin 19e, début 20e. Mais tu as raison, il faut bien préciser. Je parle même en particulier de avant la Première Guerre mondiale. D'accord. Et donc lui, il s'aperçoit qu'il arrive à diriger des gens. Donc tu vois qu'il peut y avoir deux perspectives. La première, c'est d'amener des clients chez les médecins vers lesquels il les envoyait, et donc leur permettre d'avoir du travail ou de gagner plus d'argent, je sais pas, je me pose même pas la question. Et puis d'autre part, il y a une autre optique, c'est que ça permet de diriger les gens vers un tel ou un tel. Tu vois, les deux points de vue sont différents. C'est le point de vue en aval de son travail ou en amont. C'est-à-dire, est-ce que c'est les gens qu'il arrive à un petit peu guider? Bon, alors jusque-là, j'ai été assez neutre, parce qu'à la limite, on a été habitué finalement à la publicité. Moi, personnellement, j'y suis pas habitué. Je pense que ça reste une forme de manipulation, bien souvent. Et ce n'est pas qu'une information sur un produit qui serait super. Et le même a forgé en fait une expression, c'est the engineering of consent, c'est l'ingénierie du consentement. Et comment? C'est justement avec la publicité. L'idée, c'est de flatter différents instincts des gens. Moi, les gens, c'est moi aussi, je ne me mets pas à part. Pour qu'ils achètent tel produit, ou qu'ils soutiennent telle politique, ou qu'ils soutiennent telle politique au sens d'une personne, ou alors qu'ils soutiennent tel type de politique. Un exemple très concret qui date de 1917. Quand Edward Wilson est élu président des États-Unis d'Amérique, il convoque Bernays, justement, on y revient, et il lui dit, voilà, moi j'ai été élu avec le mandat de ne pas faire la guerre. C'était dans mon programme, mais moi je veux faire la guerre. Débrouillez-vous. Et 6 mois plus tard, les Américains étaient globalement favorables au fait de faire la guerre, alors que 6 mois avant, ils avaient voté pour quelqu'un avec le programme de ne pas faire la guerre. Il faut peut-être juste rappeler, j'ai pu lire un article, je pourrais revenir un tout petit peu après, c'est un article intéressant qui date de septembre 2019, qui parle d'un documentaire apparemment extrêmement intéressant sur ce Edward Bernays, mais là ils insistent pas mal que ce qui est utile, entre autres, c'est de s'appuyer sur les leaders d'opinion. Et là, ils citent Charlie Chaplin et Douglas Fairbanks, qui sont deux Américains extrêmement connus, quoi. Oui, alors, au tout début, en fait, c'est-à-dire les années 20-30, ils n'utilisaient pas encore ça. Mais effectivement, moi j'ai vu des vidéos dans un documentaire à la BBC que je trouve formidable, que j'ai pris comme source importante. Le titre du documentaire, c'est The Century of the Self, c'est-à-dire le siècle du moi-je dirais. Je sais pas comment tu le traduirais mieux, mais... et dans ce siècle du moi-je, on voit à un moment un petit extrait de vidéo où il y a une femme qui était aviatrice et qui est plutôt bien habillée, et elle parle à les gens, nous, et elle leur dit, voilà, je vous ai vu dans la rue, vous êtes des gens formidables, c'est super, vous êtes chacun formidable, mais en fait vous êtes habillés pareil, habillez-vous différemment, achetez des vêtements différents. Et tu vois en fait le glissement vers en fait une certaine forme de consumérisme, et j'ai dit bien pour l'instant encore une certaine forme, sachant que ça va être la tendance, et en fait dans ce consumérisme, on voit que tout va être réduit à être un bien de consommation, y compris son image. C'est-à-dire qu'il faut montrer une image toujours différente, il faudrait dans un couple se réinventer à chaque moment. Bon, moi je trouve ça un peu épuisant, et en tout cas c'est le règne de la nouveauté et de la consommation. Mais pour revenir donc à Bernays, et donc je reprends un peu le fil historique, donc pendant la Première Guerre mondiale, il a réussi à faire des manipulations de foule, et puis en fait il a essayé de le théoriser. Et en fait dans sa théorisation, il y avait notamment le fait qu'il avait vu que les sociétés avaient tellement grossi qu'elles pouvaient parfois difficilement être gérées, et qu'il allait falloir qu'il y ait un petit groupe de personnes qui, sachant mieux que les autres, ce qui était bon pour les autres, allait en fait décider, de facto. Le Edward Bernays était double neveu de Freud. Il faut savoir qu'il était convaincu qu'il pourrait utiliser tous les bienfaits de la science psychanalytique, j'insiste sur le mot qui peut sembler contradictoire, un oxymore, mais en fait lui était convaincu qu'il pourrait arriver à convaincre les gens en utilisant ce que la psychanalyse nous disait. Et en gros la psychanalyse, ce que lui en avait retenu, et ce que certains en ont retenu, à mon avis c'est vraiment très réducteur, c'est que on a tous des pulsions, et en fait on veut jouir des autres et exploiter les autres. Et ça, je pense qu'en fait c'est une certaine vision du vivant, et je pense que ça n'a pas toujours été le cas dans les sociétés. Je ne nie pas qu'il y en a toujours eu des gens comme ça,
Je dis juste que le fait de l'ériger comme une valeur, en gros, celui qui veut écraser l'autre, hein, on va dire le néolibéral pour faire très bref, c'est un peu une maladie qui a été propagée par une certaine vision de l'humain. Et donc lui, pour revenir à Bernays, il se dit tiens, je vais essayer de flatter les désirs plutôt sexuels, plutôt les instincts que lui qualifierait de animaux, en méprisant ces instincts animaux, alors que moi je prétends que nous sommes aussi des animaux et ça ne me pose aucun problème moral. Mais tu vois tout de suite qu'on est obligé de se poser des questions sur ce que c'est que l'humain. Enfin, alors qu'on parlait de consumérisme, bon, on croit que c'est simple. En fait, très vite, il faut se demander quelle idée on a de l'humain quand on fait de la publicité. Parce qu'une publicité qui irait essayer d'encourager le développement durable, acheter plutôt à vos voisins, c'est pas comme une publicité qui dit va aller acheter ça et du coup vous serez des êtres humains vachement meilleurs. Donc Édouard Bernays, après la Première Guerre mondiale, il développe un nouveau type d'activité, c'est ce qu'on appelle les public relations, donc les relations publiques. C'est quoi? C'est des entreprises en fait qui vont être là pour entretenir des relations avec des personnages politiques qui sont les décisionnaires et qui seront payés par des industriels pour faciliter l'évolution des régulations dans l'intérêt des industriels qui les payent. Donc en gros c'est des lobbies, on pourrait dire autrement. Oui, dans cet article que j'ai devant moi, donc de septembre 2019 dans Le Monde, je trouve que c'est marrant, ça commence avec comment vendre plus de bacon aux Américains, comment doubler les bénéfices des cigarettiers, comment renverser un pouvoir en place. Donc ce serait un jeu d'enfant pour le publicitaire et je tiens quand même à un peu pour les auditeurs et auditrices, Bernays, ça s'écrit B-E-R-N-A-Y-S, c'est un peu particulier, B-E-R-N-A-Y-S, Edward qui est écrit comme en anglais, E-D-W-A-R-D, donc si jamais vous voulez chercher sur Internet ou ailleurs plus d'informations, donc défini ici comme le père des relations publiques modernes. Et je trouvais extrêmement intéressant le deuxième paragraphe de cet article, qui est très court en fait, mais il vous rappelle un principe énoncé par Thomas Jefferson dans la Déclaration d'indépendance américaine que, citation, le juste pouvoir émane du consentement des gouvernés. Et donc, 2 siècles plus tard, Édouard Bernays se donne comme but la fabrication du consentement, en fait. Ben oui. Et ce qui est très intéressant, c'est la perspective. C'est-à-dire que Jefferson est encore à dire il faut qu'il y ait un consentement, que tout le monde soit d'accord, qu'on s'exprime, qu'on parle, qu'on écoute. Et Bernays, il correspond à une période, parce que je voudrais surtout pas vous faire croire qu'il n'y a que lui. Il y en a eu des dizaines en fait de gens qui ont travaillé à ça pour la gestion des foules finalement. Et lui, il se dit ben voilà, le consentement, on va essayer de l'obtenir. Le but, c'est de l'obtenir. The engineering of consent, l'ingénierie du consentement. Et ça ne dit pas qu'on est tous complètement manipulés par tout le monde, non. Ça dit juste qu'il y a des tentatives, que parfois elles marchent et que parfois elles ne marchent pas. Et qu'en tout cas, il faut toujours continuer de réfléchir, de discuter, de tester ses arguments et aussi de tester ses sentiments. Parce que parfois, il y a des choses qu'on rejette par sentiment et pas par argument. À titre personnel, par exemple, il y a des brevets sur le vivant. Moi, c'est quelque chose qui me fait horreur, mais je trouve que c'est pas beau, en fait. Parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui ont pu s'approprier les cellules du cordon ombilical des enfants qui naissent aux États-Unis. Et ça me fait vraiment horreur. Je trouve que c'est une position que j'ose assumer de morale. Elle n'est pas de type économique. Oui. C'est autre chose. Olivier, moi je propose qu'on fasse un petit pause musicale et ensuite on viendra à un peu quelques exemples dans le domaine précisément des organisations génétiquement manipulées, on pourrait dire. Merci.
Voilà donc, nous sommes en ligne avec Olivier Leduc, toujours pour cette 15e émission dans la série Raconte-moi autrement les OGM. On évoque la manipulation sémantique. Alors, dans le domaine des OGM, il y a quelques exemples assez frappants. Oui, alors si tu permets, en fait, je vais y revenir. Le mot de sémantique peut sembler compliqué. C'est juste le sens. Les manipulations sémantiques, c'est quand on manipule le sens, en fait, des mots. Et donc là, moi, mes auteurs favoris, c'est Orwell, et vraiment, je ne peux qu'en recommander la lecture. Si tu permets, je vais prendre un exemple simple. Les OGM, d'abord. Donc, comme je te disais tout à l'heure, il y a eu une petite bagarre entre les OGM, organismes génétiquement manipulés, et d'autre part, les organismes génétiquement modifiés. Bon, franchement, les militants ont perdu la bataille, et en fait, ce sont des organismes génétiquement modifiés dont tout le monde parle. Je vais t'en donner un exemple. Je me rappelle, il y a 25 ans, avoir lu des dossiers d'autorisation de tels OGM qui parlaient de plantes tolérantes à l'insecte. Tolérantes à l'insecte. C'est sympa, quoi. Bah oui. J'espère que t'es pas intolérant quand même, hein. Bien sûr, c'est ironique. Et donc, une plante tolérante à l'insecte, c'est quoi? C'est une plante qui émet un insecticide qui va tuer l'insecte. Donc en fait, la plante tolérante à l'insecte, ce qui est vachement plus facile à vendre, bien sûr. En fait, ça va être une plante qui va émettre un insecticide qui tue l'insecte. Donc là, on est en train de faire glisser le mot de tuer à tolérer. Alors qu'en fait, elle ne tolère pas. Donc là, l'expression est absolument fausse. Parce qu'une plante tolérante à l'insecte, elle tolérerait l'insecte. C'est-à-dire que l'insecte ne viendrait pas la manger, c'est tout. Mais toutes les plantes sont tolérantes à l'insecte. Voilà. Donc en fait, là, c'est même carrément des plantes qui sont intolérantes envers l'insecte. Donc le mot est exactement opposé. C'est celui que j'ai voulu mettre un peu en premier. Alors on aurait pu dire éventuellement résistante à l'insecte. Mais ça aussi, ça n'aurait pas été vrai parce qu'elles ne résistent pas seulement à l'insecte. Elles le tuent. Elles sont faites pour. Donc l'expression est vraiment manipulatrice. Oui, et puis il faut quand même peut-être rappeler qu'il y a certains insectes qui sont, selon les agriculteurs ultra-productivistes, industriels, etc., néfastes ou problématiques pour leur culture. Mais il y a aussi des abeilles, il y a aussi plein d'autres insectes qui sont également tués par ces plantes. Oui, tués par ces insecticides en tout cas. Oui, on est d'accord avec des liens compliqués. Là, je te propose qu'aujourd'hui on fasse pas tellement d'agronomie, mais que ce soit plutôt les mots. Mais oui, c'est vrai, et puis c'est compliqué parce que en fait, l'insecticide qui est produit par la plante, en fait, il n'est pas produit. Il est produit en grande quantité dans une période dans laquelle il n'y en a pas vraiment besoin parce que l'insecte n'attaque pas. Et par contre, il est produit en plus petite quantité après quand il attaque. Bon, donc c'est vraiment très compliqué, et puis surtout, ça incite les insectes à résister à cet insecticide. Et donc concrètement, ça veut dire qu'on va avoir besoin de trouver un nouvel insecticide. Ce qui veut dire qu'on rentre dans une fuite en avant scientifique et technique qui rend toujours plus le paysan dépendant. Bio ou pas bio, hein, c'est tout le monde. Donc toutes ces questions plus agronomiques m'intéressent bien sûr, hein, mais là, je trouve que ça peut être bien de revenir. Si tu permets, je vais t'en donner un autre exemple. Oui. Essentiellement, il y a deux types de plantes OGM. Il y a les plantes qui émettent un insecticide, et puis il y a d'autre part celles qui sont résistantes ou tolérantes à un herbicide. Alors, ça c'est un peu plus compliqué, c'est moins tranché que le premier exemple que je vous ai donné, parce que la plante, quand elle est tolérante à un herbicide, en fait, ça veut dire qu'elle coexiste avec l'herbicide. Et en fait, ce sont plutôt les militants qui ont réussi à faire entériner le fait qu'on parle de plantes tolérantes à l'herbicide, parce que le but, c'était d'expliquer que, du coup, la plante, elle est gorgée de cet herbicide. Et donc, tu comprends qu'il y a un problème, du coup, parce qu'on va donner à manger cette plante, soit à un animal non humain, soit à un humain, avec l'herbicide. Et une plante qui serait résistante à un herbicide, on se dit, bon, elle résiste, donc c'est bon, elle le repousse. Sauf que là, la plante ne fait pas que le repousser, elle l'intègre à elle-même, en fait, avec des résidus et des métabolites, plein de choses. Donc tu vois, même cette expression, en interne, on a eu beaucoup de débats pour savoir quelle était l'expression préférable entre résistante à un herbicide et tolérante à un herbicide.
Je sais que dans des instances de régulation, l'expression résistante à un herbicide était considérée comme pas bien parce que résistante, bah oui, mais du coup il n'y a plus d'herbicide, c'est bon, il a été lavé, il glisse avec l'eau. Et en fait non. Bon, c'est pour ça qu'on a préféré l'expression tolérante à un herbicide, un peu plus compliqué. Mais tous ces débats, en fait, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça force à se poser la question de comment je définirais mon objet. Et en fait, les définitions sont souvent très variables. Je vais prendre un autre exemple, mais qui n'est pas vraiment des OGM, c'est le progrès ou un progrès. En gros, l'expression le progrès, avec un P majuscule, ça intervient souvent quand on nous dit on n'arrête pas le progrès. Ça veut dire, en gros, voilà, tais-toi. Un progrès, par contre, on peut toujours discuter. Donc tu vois que même l'article du mot va qualifier en fait le sens du mot. Un progrès et le progrès, tu es d'accord que c'est pas pareil. Et le progrès, l'article définit, je prétends, ça fait longtemps que je le dis, qu'il est là surtout pour éviter d'avoir à définir. C'est-à-dire qu'en fait le progrès, on l'invoque, et puis on ne sait pas exactement ce que c'est. C'est comme Dieu, voilà, on ne sait toujours pas ce que... Enfin moi, je n'ai pas eu de définition très claire, quoi. Et invoquer un truc non défini, bon, je trouve ça bizarre. Je pense même que c'est une façon d'essentialiser cet objet, le progrès. Et du coup, ça veut dire que le progrès, si jamais on l'invoque pour dire à des gens, bah non, arrêtez de contester parce qu'on n'arrête pas le progrès, ou alors vous n'y arriverez pas, bon ben, vous n'y arriverez pas à vous battre, pour moi c'est pas un argument. Le but c'est pas de convaincre tout le monde, le but c'est de continuer à dire ce à quoi on croit. Mais le progrès, c'est érigé en quelque chose qu'on n'a pas, c'est inimaginable quelque part, ou on n'a pas le droit quelque part de contester. C'est quelque chose qui est tellement obligatoirement positif, quelque part, enfin dans la bouche de certains en tout cas. Oui. Voilà. Oui. Il y a un autre mot qui est assez similaire, il y a eu un article dans Le Monde sur ce mot, c'est le marché. Et tout l'article consiste à expliquer que quand on dit le marché, ben on va dire, ah ben non, mais le marché fait ceci. Mais en fait, il n'y a personne derrière. Enfin, plus exactement, ce qu'on pourrait appeler le marché, c'est la confluence d'intérêts de toute une catégorie de personnes qui ne sont pas monsieur tout le monde et qui visent à quelque chose. Et du coup, on va dire, il faut absolument que le marché soit efficient. Efficient, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de frottement, c'est-à-dire qu'en fait, qu'il n'y ait pas de régulation. Bon, c'est pas ce que je défends, bien sûr. Donc, il faut se méfier des mots qui ne sont pas bien définis. Ça, je trouve que c'est un... Oui, il y a une phrase, toi tu m'as envoyé un petit texte avant, et une phrase que j'ai marquée, définir un truc, quelque chose, hein, par certaines de ses propriétés, ce n'est pas définir. Ça m'a... Ah oui. C'est intéressant parce que, voilà. Oui, parce qu'il y a plein de mots qu'on va définir. Le capitalisme, c'est quand il y a des puissants qui exploitent des faibles. Bon, sauf que c'est un peu plus compliqué que ça. Et ça ne dit pas que ce n'est pas ça, mais ça n'est pas que ça. Et on a le risque de ne pas voir certains aspects. Par exemple, les marxistes ont eu tendance les marxistes les premiers, à dire que l'objectif c'était d'avoir la propriété des moyens de production. Mais quand tu dis que ton objectif c'est d'avoir la propriété des moyens de production, c'est que tu ne te poses pas de questions sur les moyens de production. Et exemple concret, si jamais tu veux avoir la propriété, tu vas faire une centrale nucléaire en autogestion. Et il y a eu des publicités de certains syndicats qui vantaient le nucléaire en autogestion, sauf que le nucléaire ne peut pas être en autogestion. Il y aura forcément, associé à ce mode de production d'énergie, ou d'extraction d'énergie, il y aura forcément une vision de l'État, une vision de l'économie au sens le plus général, qui sera très hiérarchisée, avec un lieu de production et des gens qui sont assujettis à ça, et donc qui n'ont plus la même autonomie. Olivier, peut-être on fait une petite pause de nouveau, et moi ça m'aurait intéressé de revenir donc vers les organismes génétiquement manipulés, modifiés, mais en regardant un peu les dernières
les dernières évolutions, quoi, ce qu'on appelle les nouveaux techniques génomiques, enfin, parce qu'il y a tout un développement, une évolution dont on a pas mal parlé dans ces émissions et qui est sujet de beaucoup de discussions à l'Union européenne, au Parlement européen, etc., par rapport à de nouvelles directives. Ce serait intéressant d'évoquer cette époque actuelle, quoi. Oui. Ok, on passe un petit brin de musique et on revient vers toi. Notre émission, notre entretien avec Olivier Leduc, donc d'InfoGM et de OGM d'Angers, des associations qui depuis longtemps contestent toute cette évolution vers des organismes génétiquement manipulés, on pourrait dire maintenant quand même. Mais même si en fait, juste pour t'interrompre, pardon, oui. Mais c'est InfoGM fait uniquement de l'information, c'est-à-dire qu'elle est là, elle n'a pas d'opinion, elle défend une information et il faut que tout le monde puisse être informé. Et ça, après, OGM d'Angers est plutôt une association militante. C'est deux choses différentes, mais par contre, à OGM d'Angers, on est de la même façon soucieux de ce que chacun sache ce qu'il mange, en gros. Tout à fait. Mais à la fin de l'émission, on va rappeler les sites internet et comment on peut contacter. En tout cas, c'est effectivement un énorme travail qu'InfoGM fait pour informer le peuple, enfin francophone. C'est peut-être même la plus importante organisation de ce type en Europe qui fait un travail énorme d'essayer de sensibiliser, de conscientiser, mais aussi de rendre à peu près compréhensibles des sujets qui sont souvent assez complexes et difficiles. Voilà, donc nous avons vu dans nos émissions récentes que depuis quelque temps, des entreprises, les industries qui essayent de vraiment pousser le lobbying pour des organismes modifiés, on pourrait dire, mais on essaye toujours de trouver des nouvelles formules, définitions, pour dire voilà, c'est autre chose, c'est pas comme le tronchaise, c'est pour essayer d'éviter par exemple l'étiquetage ou la transparence et toutes ces questions. Et donc on a évoqué notamment les nouveaux techniques génomiques qui seraient tout à fait autre chose. Oui, et en fait, comme tu le dis très bien, en fait, si jamais on redéfinit autrement, on fait croire que c'est d'une nature autre. Et c'est pour ça que les mots on doit s'en préoccuper, il ne faut pas les laisser aux communicants, ils vont toujours nous les trafiquer, et c'est même un souci qu'on doit avoir, nous, en tant que quand on est militant. Je me rappelle, j'étais il y a quelques jours dans un débat, il y a quelqu'un qui mais moi mon ennemi c'est les réseaux sociaux à cause de tout un tas d'inconvénients qu'il liste avec lesquels je suis parfaitement d'accord, et il dit en fait il faut les éliminer, il faut les mettre hors d'état de nuire. Et je lui ai fait remarquer qu'en fait il était en train d'essentialiser là encore ces réseaux sociaux, parce que si jamais il les supprime du jour au lendemain, mais qu'il ne supprime pas le désir d'avoir des réseaux sociaux par la majorité de la population, il n'aura pas résolu le problème. Donc tu vois, c'est un exemple où le fait d'avoir nommé les réseaux sociaux et l'avoir désigné comme le mal, ça risque de faire oublier qu'il est inséparable d'un désir, d'une demande. Et donc on risque d'avoir des gens qui seront des ennemis, ceux qui veulent avoir leurs réseaux sociaux, alors que je reste à vouloir convaincre, à discuter avec tout le monde pour faire avancer la réflexion et pas convaincre de force en fait. Donc, je trouve
qu'il y a une tentation parfois, quand on est convaincu qu'on est dans le camp du bien, d'imposer sa conviction. J'en ai toujours eu peur, j'ai absolument pas une âme de gourou, je déteste ça. Pardon, répondre à ta question. Juste une petite réaction là-dessus. Je veux dire, le problème, c'est une fois que les réseaux sociaux ont pris une telle ampleur dans la vie des gens, ben voilà, de très très nombreuses personnes ne peuvent guère imaginer presque leur vie sans ces réseaux sociaux. Ça a pris un tel poids quelque part. Mais à un moment donné, en fait, il y a quoi, une dizaine d'années ou quinzaine, je ne sais plus combien, mais ça n'existait même pas. Donc en fait, la vie était tout à fait imaginable, sans aucun réseau social, et ça n'existait pas, quoi. Voilà. Donc c'est un peu cette question de comment on oriente, est-ce qu'on peut dire qu'on manipule? Parce que je veux dire, il y a des aspects assez formidables des réseaux sociaux. Plein de gens, ils se sentent qu'ils sont vraiment en relation. Il y a des pays où même des révolutions ont été rendues possibles par des messages envoyés sur les réseaux sociaux, etc., etc. Donc c'est très complexe, mais je veux dire, il y a un moment donné où notamment un mélange peut-être d'entreprise, mais aussi un envie social, se mélange pour créer un nouveau phénomène qui ensuite est très compliqué à mettre en question. Oui. Oui, l'histoire n'est pas forcément réversible et on reviendra plus à l'âge, au temps où il n'y avait pas d'ordinateur, rien que parce qu'on va se rappeler qu'il y a eu un moment où il y en a eu. Voilà, c'est ni bien ni mal, c'est une donnée. Par contre, il faut surtout pas croire que plus on a de machines, plus on est libre, ni mieux on est. Il n'y a aucun lien direct. Ça, c'était un peu la conviction des positivistes du 19e siècle, qui étaient convaincus que le progrès technique serait inséparable du progrès moral et de tous les types de progrès. C'est pour ça qu'ils ont un peu exemplarifié le progrès et qu'ils ont essayé, c'était les prototypes, et ils étaient tellement convaincus que tout cela serait bien que, par exemple, quelqu'un comme Jules Ferry, à un moment, on le questionne et il est en train de défendre devant l'Assemblée nationale la colonisation de la Tunisie, et il y a des députés plutôt de la droite de l'époque qui n'ont pas envie de dépenser de l'argent pour aller convaincre des gens, etc. Et Jules Ferry leur répond, mais si, parce que ça va permettre de développer de nouveaux marchés, etc. Et puis, à un moment, il finit par s'emporter et dit, mais écoutez, il faut bien reconnaître qu'il y a des races supérieures et des races inférieures. Et il est du devoir de la race supérieure, la race blanche, d'apporter aux races inférieures, noires et jaunes, les bienfaits, en fait, de ce progrès, finalement. Donc c'est pour ça que je me méfie beaucoup d'une essentialisation d'un truc, le progrès, le marché, tout ça. Non, on va revenir aux définitions et on va parler des détails. Donc pour revenir à ce que tu disais sur les réseaux sociaux, bon, c'est pas le sujet initial, mais oui, je crois effectivement qu'il y a des choses qui sont un peu irréversibles, mais par contre, si jamais les gens finissent par se sentir moins heureux parce qu'ils n'arrêtent pas, ils sont dépendants de lire ce que les autres pensent d'eux, il faut essayer de les aider plutôt que de les culpabiliser. Ça, je trouve ça même assez nuisible de les culpabiliser. Parce qu'on a tous des faiblesses comme ça. Donc se prendre la posture morale de dire « Ah, moi je suis impur, oh là là là, je me méfie des purs ». Et donc les gens qui en souffrent, je pense qu'il faut plutôt les aider à faire un sevrage, à se couper de ça. Et par contre, prendre un verre avec des amis, ça remplace très très bien beaucoup d'addictions à des réseaux sociaux. Je ne sais pas si tu sais qu'il y a eu des études qui ont été faites qui ont montré qu'il y avait une corrélation en fait entre le degré de dépression et l'addiction aux réseaux sociaux. Je ne dis pas que ce sont les réseaux sociaux qui font l'addiction, mais ils y participent quand même. Donc en fait, tu vois, je pense qu'on sera d'accord, on peut pas faire complètement marche arrière. Par contre, à mon avis, il faut revenir au moins un peu en arrière et avoir beaucoup moins de dépendance à ces communications, notamment aussi parce que ces communications encouragent le fait on est important par l'image que l'on donne. Et donc il faut que son image soit positive sur des réseaux sociaux. Et je sais pas, moi j'en consulte jamais, mais je pense qu'on dit rarement, tiens, aujourd'hui là, j'ai pas trop le moral. Ou alors tout le monde va te dire tout de suite, je vais te renvoyer du courage, tu vois. Non, mais dans la vraie vie, quand tu es avec des amis, parfois tu dis, bah là, en ce moment ça va pas, j'ai plein de problèmes, ceci, dans le boulot,
Et c'est cette humanité que moi j'aime, quand elle accepte ses limites, ses fragilités, son humanité en fait. D'accord. Mais bon, peut-être là, je ne sais pas si on s'éloigne, mais en tout cas, ce serait intéressant de revenir à... Je ne sais pas si tu as encore des exemples, mais en tout cas, la manière utilisée par les lobbyistes des grandes entreprises, il y a surtout quatre très grandes entreprises impliquées dans les OGM, quoi, et que là, ils essayent de vraiment pousser leur affaire, mais avec des nouvelles définitions, quoi. Oui, c'est ça. Alors, donc je vais revenir à ces nouveaux OGM dont vous avez déjà parlé, mais on va reprendre à partir de rien, en fait. Alors, donc je fais l'hypothèse qu'on sait un peu ce que sont les OGM, donc ce sont des organismes génétiquement manipulés, c'est-à-dire qu'en fait on s'est débrouillé pour changer, avec des techniques assez lourdes, l'ADN qui code pour les fonctions biologiques de l'organisme, que ce soit une plante, une bactérie ou un animal. Bon, ça c'est OGM. En fait, il y a eu des nouvelles techniques qui ont émergé à partir de 2000, et surtout, il y en a une qui est plus connue, que certains d'entre vous, auditeurs, connaissez peut-être, c'est le CRISPR-Cas9. Bon, on va dire les nouvelles techniques. Et les nouvelles techniques sont décrites comme beaucoup plus précises. Et cette précision a été présentée comme un argument suffisant pour dire c'est autre chose du coup que les OGM. Il se trouve qu'entre-temps, plusieurs associations, dont OGM d'Angers, ont réussi à faire un procès qui dure depuis 10 ans et qui est en rebondissement tous les un an à peu près, qui a conclu au niveau européen que les OGM qui sont faits par des nouvelles techniques, que je vais appeler des nouveaux OGM, doivent être considérés comme des OGM et régulés comme des OGM et donc aussi étiquetés notamment. D'accord ? Donc en fait, le travail juridique depuis une dizaine d'années a permis d'avoir une vérité, c'est que les nouveaux OGM, donc des OGM faits par des nouvelles techniques, sont des OGM et doivent être régulés et étiquetés au niveau européen, pas au niveau mondial, parce que tu te doutes que les Américains n'ont pas les mêmes règles que les Européens. Ça c'est une donnée. Il y a juste que du coup, les communicants, là encore, ont souligné avec force répétition, parce que c'est marrant, mais ils ont un plus grand accès aux médias, lesquels sont en plus massifiés, donc qui permettent de toucher plus de personnes et donc de leur répéter des choses. Ils ont répété que les nouvelles techniques étaient beaucoup plus précises, ce qui est scientifiquement globalement vrai. Pour autant, plus précise, ça ne dit pas que c'est 100% précis. Et en fait, on sait très bien, tout le monde le sait très bien, qu'il y a des erreurs. Je voyais encore hier un article disant « Ah, on a trouvé une nouvelle technique qui permet d'éviter les erreurs qu'il y avait dans les anciennes. » Bon, ça veut donc dire que les anciennes avaient des erreurs, c'est tout. Bon, je comprends pas bien pourquoi on doit discuter trop longtemps sur ça. Et donc les nouvelles techniques ont été qualifiées comme étant d'une nature différente. Donc tu comprends, en nommant ces nouvelles techniques comme des NTG, on dit c'est d'une autre nature, donc ça peut être normal que la loi ne soit pas la même. Tu vois en quoi, encore une fois, donner un nom, c'est en fait un peu manipuler les gens qui vont le recevoir, et si jamais on leur dit que les NTG présupposent une transgénèse, ils vont dire ouais, mais alors du coup c'est pareil que transgénique, et ils ont raison. Mais par contre, presque tous les journalistes en sont encore restés à NTG, c'est une autre technique et c'est précis. Je vais te donner un autre argument. C'est que la notion de précision dans le projet de règlement européen n'est pas définie. Pas définie, nulle part. Donc si jamais demain, moi j'ai une technique qui est en fait pas précise, mais je dis elle est précise, personne ne pourra me contester. Tu vois, c'est encore une fois l'importance de la définition qui permet de se dire, on parle d'une même idée quand on utilise un même mot. C'est quand même, on ne peut pas avoir de vie sociale, de vie politique, au sens d'Aristote, l'homme est un animal politique, si jamais on n'a pas des mots en commun, c'est-à-dire un même sens derrière un mot. Alors parfois on aura des sens différents, mais on essaie de jouer avec ça, et donc pour ça il faut bien définir. Et donc en fait les industriels ont réussi par les moyens de communication à marteler qu'il y avait un truc nouveau, c'est les NTG, à cause de leur plus grande précision. Alors je vais être franc avec toi, et je l'ai dit déjà,
CNTG sont effectivement plus précises, mais elles ne sont pas infiniment précises. Et comme il n'y a pas de définition à précision, en fait, on ne peut pas être sûr qu'elles le sont, ni qu'elles le seront toujours. Moi, une définition à laquelle j'aurais pensé, ça aurait été, c'est précis si et seulement si ça fait moins de tant d'erreurs pour tant de bases insérées. Voilà, par exemple. Donc, tu vois, ça aurait été possible. Et ça n'a pas été fait. Oui. Et d'autre part, je vais même te dire autre chose, c'est qu'il y a une autre forme de manipulation, parce que quand on dit les méthodes sont ciblées, tout le monde se dit, c'est bon. Mais j'aurais pu connaître un tireur d'élite à l'armée qui tire très précisément, mais tire très précisément pour tuer. Donc le caractère ciblé, précis, ne garantit pas qu'il n'y ait pas une erreur. Oui, ce n'est pas forcément très positif, très sympathique, voilà. Le fait d'être ciblé. Oui, mais c'est pour ça que j'ai pris volontairement un exemple un peu agressif avec un tireur d'élite. Mais toute la Commission européenne et tous les journalistes disent si c'est une méthode ciblée, c'est bon. Et en fait, c'est bon parce qu'ils ne critiquent qu'un seul des aspects des OGM transgéniques, c'est le fait que ça n'était pas précis du tout. Ça, c'était une vraie critique qu'on a dite depuis toujours. Mais on avait plein d'autres critiques. Par exemple, le fait que les OGM transgéniques étaient associés à des brevets et que donc les paysans allaient perdre de leur autonomie. Donc tu vois en quoi la seule définition en méthode ciblée comporte plein d'imaginaire derrière, et c'est c'est au travail d'extraire cet imaginaire, de le verbaliser, de l'expliciter, que je trouve qu'on peut travailler. C'est d'ailleurs ce à quoi vous travaillez dans votre émission, si je peux me permettre, sans vouloir vous flatter trop. Oui, je veux dire, en fait, je me dis, il faut toujours se méfier quand tout d'un coup, on veut changer le nom, par exemple, d'une entreprise aussi. Je veux dire, là, dans le domaine nucléaire, mais aussi dans des industries pharmaceutiques. Il y a des exemples que, tout d'un coup, ton image commence à être écornée, tu es bien vu, il y a peut-être même des procès, etc. Donc, pouf, on crée un nouveau nom. Oui. Et on est comme neuf, quoi. Ouais. C'est faire table rase du passé. Ouais. C'est vrai aussi pour des partis politiques. Oui, tout à fait, tu as raison. Écoute, Olivier, là, je ne sais pas si on pourrait continuer, bien sûr, très longtemps sur plein de choses. Je pense que c'est bien d'arriver petit à petit vers une conclusion, s'il y en a une. Voilà, en tout cas, on a compris que la manipulation sémantique est très présente, mais effectivement, on pourrait aussi longuement évoquer, par exemple, moi je rappelle des articles très remarquables sur comment on a inventé les mérites de l'industrie du tabac, quoi. Oui, voilà. Alors oui, ça c'est tout le point d'entrée qu'on a eu là pour cette émission autour de la communication publicitaire, etc. Et il y a un truc que les Français connaissent bien, c'est la fabrique du doute, parce qu'il y a eu quelques journalistes en France qui ont fait un très bon travail pour montrer que des industriels avaient utilisé le doute pour dire on va business as usual, c'est-à-dire on continue. Et en fait, c'était totalement manipulé par les industriels pour qu'ils puissent continuer de vendre leurs cigarettes, pour qu'ils puissent continuer de vendre plein de choses. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut douter, je ne peux pas dire le contraire, pour autant il faut voir que parfois, son doute doit ne pas être piloté par quelqu'un. Et ça devient très difficile, mais c'est aussi pour ça que je trouve qu'il faut avoir confiance en certaines personnes, et puis aucune confiance n'est infinie. Il n'y a pas de gourou. Tiens, tu permets, je vais raconter un autre exemple de manipulation des mots. Pendant des dizaines d'années, les biologistes moléculaires parlaient d'ADN poubelle. En fait, ADN poubelle, ils disaient que c'est parce que ça ne sert à rien. Et en fait, c'est parce qu'ils n'avaient pas vu à quoi ça servait. Et maintenant qu'on commence à voir à quoi ça sert, on dit, ah oui, ça sert à ça. Et tu vois, là encore, des scientifiques ont utilisé, et là c'est carrément des scientifiques, c'est pas des publicitaires, ils utilisaient une expression qui correspondait à une expérience qui était tronquée. Parce
puisque je ne vois pas à quoi ça sert, j'en déduis que ça ne sert à rien. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est moi que je suis en train de vanter comme étant tout puissant, omniscient, je saurais tout. Et donc si je devrais tout savoir, mais si jamais je dis ça ne sert à rien, c'est que en fait c'est moi aussi que je suis en train de vendre comme autorité. Et je trouve qu'il faut se méfier. Il y a un superbe texte de Bakounine dans Dieu et l'État où il a des propos superbes sur la science. J'encourage les auditrices et auditeurs à lire ce texte. Il y a une autre expression, c'est un dogme central de la biologie moléculaire, où les biologistes disaient non mais ça c'est une vérité absolue, c'est un dogme central, et en fait maintenant on sait que c'est tout faux, quoi. C'est tout faux. Écoute, on peut peut-être revenir sur cette fameux Édouard Bernays, juste pour encourager les auditrices et auditeurs qui veulent un peu découvrir ce personnage assez voilà, c'est impressionnant quelque part. Moi, je connaissais très mal. Hein. Donc, il y a un documentaire apparemment de la BBC qui s'appelle The Century of the Self. Voilà, le siècle de soi. Oui, tu disais soi-même ou je sais pas quoi. Ouais. Après, il y a un autre qui s'appelle Propagande. C'est apparemment un autre documentaire de Jimmy Leipold. Ça, c'est un livre. Ah, c'est un livre. Le livre phare de Édouard Bernays. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il explique dans le documentaire dont tu viens de parler qu'il a écrit son livre Propagande et puis il est embêté parce que les nazis ont fait un peu une mauvaise presse autour de la propagande, mais lui il défend que c'est bien. Bon, bien sûr, sachant qu'à l'époque quand même les nazis et les Américains étaient dans la course. Ils voulaient aller toujours plus loin dans la stérilisation des personnes handicapées, donc ils disaient mais les autres ils font ça, donc si nous on le fait pas on sera en retard. Bah ouais, mais être en retard dans une course qui va dans la mauvaise direction, je trouve que c'est bien, moi, en fait. Et c'est là où la foi de ce qu'on est dans le bon sens du bien, etc., il faut s'en méfier aussi, il faut prendre son temps, il faut s'approprier son monde. Parce qu'un monde dans lequel il y a un déferlement des sciences et des techniques, c'est un monde dans lequel chaque citoyen se sent forcément extériorisé par rapport à lui-même, il est emporté, et il n'a plus d'autonomie dans sa propre vie, et ça me semble triste. Tout à fait. Et donc, sur le livre Propaganda, en gros, sa conclusion, c'est que les sociétés sont devenues trop difficiles à manipuler, et donc il va falloir qu'il y ait un petit groupe de personnes qui, sachant mieux que la population ce qui est bon pour elle, finalement lui explique à la population ce qu'elle doit décider au travers de ses représentants, quoi. D'accord. Mais écoute, je crois qu'on va dire que c'est bon pour cette émission maintenant. Ça nous a fait découvrir ce personnage historique, mais aussi un peu pas mal d'exemples de cette fabrique du consentement, on pourrait dire. Oui, je vais peut-être ajouter un tout petit truc, si je peux, c'est le fait que Édouard Bernays est exemplaire dans ce XXe siècle, mais il y en a eu plein d'autres. Il se trouve qu'il a eu un ami qui était un des fondateurs de la Lehman Brothers, et cette personne, qui est un économiste, financier, tout ça, il a dit, écoutez, nous étions dans un monde dans lequel les gens faisaient des achats parce qu'ils avaient des besoins. Nous avons travaillé à être dans un monde dans lequel les gens font des achats parce qu'on leur a fabriqué des envies. Tu vois en quoi la fabrique du consentement, elle peut être gravissime. Elle porte atteinte à la démocratie même. Et pour autant, je crois foncièrement en la liberté de chaque citoyen. Voilà. Mais merci Olivier. Merci beaucoup. Olivier Leduc, et à la prochaine. Dans un mois, on reprendra cette émission Raconte-moi OGM sur les ondes de Radio Zinzine, donc avec l'équipe d'InfoGM, et là c'était aussi avec l'équipe d'OGM d'Angers. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, bonne fin de journée. Au revoir. C'était OGM et manipulation sémantique, la 15e émission dans la série Raconte-moi autrement les OGM, réalisée par Radio Zinzine et l'équipe d'InfoGM.